Si j'ai l'air distrait, c'est à l'occasion, c'est que j'autorise les gens à entrer. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire sur la formation générale des adultes. Je suis Daniel Baril, directeur général de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICA. Pour ceux qui pourraient ne pas connaître l'ICA, nous célébrons cette année le 76e anniversaire de l'ICA. Donc, ça fait très longtemps, depuis les années 30 et les années 40, que l'Institut réfléchit, mobilise, développe des projets particuliers, mobilise les acteurs en général sur l'éducation des adultes. Essentiellement, l'ICA est un centre de réflexion, d'analyse, de mobilisation des milieux et d'innovation. Et nous faisons ce travail depuis 76 ans. Le présent webinaire s'inscrit dans une série de 4 webinaires que nous allons tenir ce lundi-ci, mardi prochain, le lundi d'après et le dernier webinaire sera le lundi 2 mai. Il y a un contexte particulier pour nous. Tout d'abord, on célèbre ou on souligne le 20e anniversaire de l'adoption de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue qui a été adoptée en mai 2002. Et dans ce contexte, depuis environ 2019, l'Institut réfléchit à la pertinence d'adopter une nouvelle politique. Et dans ce contexte-là, nous multiplions différents forums de réflexion pour aller vérifier s'il y a des enjeux qui dépassent la gestion quotidienne, s'il y a des défis qui sont d'envergure suffisamment grande pour justifier d'être attaqués, d'être pris en charge par une politique qui dépasse la gestion quotidienne, mais qui demande à réfléchir à des changements plus structurels. Dans ce contexte-là, l'ICA, depuis le mois de janvier, mène une démarche en 2 temps. Tout d'abord, de réfléchir à cette politique d'éducation des adultes et aussi de préparer les élections générales au Québec en octobre 2022. Donc, sous cet angle-là, il y a deux dimensions du travail de l'Institut, de la démarche de l'Institut, réfléchir à la pertinence d'une nouvelle politique et, de l'autre côté, créer un momentum, mettre l'éducation des adultes à l'avant-scène dans la perspective des élections à venir. Dans ce cadre-là, nous avons mené de front trois différentes démarches. Tout d'abord, une campagne de représentation politique. On a rencontré plusieurs ministres concernés par l'éducation des adultes depuis le mois de janvier, incluant le ministre Roberge, et des échanges avec des fonctionnaires afin d'abord et avant tout d'argumenter, de justifier qu'une démarche menant à une nouvelle politique est justifiée, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des défis qui restent en suspens, pour lesquels il n'y a pas encore de solution, qu'il y a des changements un peu plus structurels qui doivent être apportés pour que l'éducation des adultes soit vraiment le levier qu'elle est supposée d'être dans une société qui mise fortement sur les connaissances et sur les compétences. Deuxièmement, on a lancé une consultation sur de grands chantiers en éducation des adultes. Donc, on a fait un premier volet de cette consultation et on va la prolonger dans les semaines à venir parce que le conseil d'administration de l'ICA sentait qu'il y avait encore beaucoup plus qu'on peut aller recueillir chez les acteurs sur ces grands chantiers. Par grands chantiers, on a voulu identifier avec les gens de l'éducation des adultes, comme je disais tout à l'heure, pas des décisions qui relèvent du quotidien, qui peuvent être administrées par vos organisations, vos réseaux ou par le ministère dans la gestion courante des activités, mais d'essayer d'identifier des changements plus structurels qui justifieraient une politique. Donc, cette consultation-là a connu une première phase et connaîtra un prolongement dans les semaines à venir. Troisième démarche, on a adopté une plateforme électorale qui a été débattue dans les instances de l'Institut et on a voulu l'adopter rapidement et la diffuser en amont de cette longue démarche là, vers les élections d'octobre 2022 parce que les partis politiques réfléchissent déjà à des engagements et on voulait être en amont de leur réflexion. Donc, cette plateforme électorale a été largement diffusée dans les milieux, a été spécifiquement envoyée aux présidences des partis politiques
représentés à l'Assemblée nationale et aux présidences des commissions politiques de ces partis. Et dans cette foulée-là, l'ICA fait une démarche de représentation politique pour faire valoir l'éducation des adultes. Donc, c'est un travail qu'on fait et la série de webinaires s'inscrit dans cette démarche, à la fois en faveur d'une politique et à la fois dans l'horizon électoral qui s'en vient assez rapidement. Pour les sujets des webinaires, on a identifié, grosso modo, on a voulu focaliser sur les besoins éducatifs les plus grands et ce qui constitue le droit à une formation de base comprise largement. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est sur la formation générale des adultes. Celui de mardi prochain sera sur l'alphabétisation populaire. Et le troisième webinaire sera sur l'éducation populaire, qui sont les 3 leviers, les 3 secteurs qui répondent aux besoins éducatifs les plus importants de la population. Et le dernier webinaire qui aura lieu le lundi 2 mai, la journée même, 20 ans après l'adoption de la politique d'éducation des adultes, le 2 mai 2002, on le fera porter sur la politique elle-même, puis on tendra de prendre largement et de faire état de la réflexion de l'ICA, des représentations qui ont été faites, des argumentaires qui ont été développés et qui, selon nous, justifient de prendre de front un débat structurant et structuré sur l'éducation des adultes. Voilà donc ce contexte dans lequel ce webinaire s'inscrit. Bye-bye, Céline. Pour ce qui est du mode, Monsieur Simard, pourriez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci, Pierre. Pour ce qui est du fonctionnement du webinaire, on veut l'ouvrir largement à des échanges avec vous sur ce que vous considérez être des enjeux et des défis majeurs liés à la formation générale des adultes et ce qui pourrait être, selon vous, des engagements que les partis devraient prendre. Donc, on est à la fois là d'identifier ce qui est important, ce qui est structurant et ce qui devrait justifier une nouvelle politique, des enjeux, des défis, et de l'autre côté, selon votre expérience dans vos milieux, vos réflexions, ce qui devrait être ou ce qui pourrait être des engagements que des partis politiques devraient prendre, selon vous, en octobre, en vue des élections d'octobre 2022, donc dans quelques mois. Le fonctionnement va être très simple. Je ferai quelques mots d'introduction sur la FGA et après, j'ouvrirai ces micros ouverts, comme on dit, open mic, et vous serez invités à partager vos réflexions, à vous alimenter les uns les autres. Et comme je disais tout à l'heure, ce webinaire est enregistré, sera largement diffusé. Vous voyez donc maintenant qu'il fait partie de ces instruments de promotion de l'éducation des adultes que l'ICA utilisera dans le cadre de ses démarches pour une nouvelle politique et aussi en prévision des élections générales qui vont arriver très, très vite. Et vous savez autant que moi, les partis sont déjà en train de réfléchir et de nous sonder indirectement par des interventions publiques sur ce que pourrait contenir leur plateforme électorale. Puis on sait aussi que l'éducation des adultes n'est pas dans le top 5, top 10 des grandes priorités des partis politiques. Donc, on a certains pourraient le voir comme un avantage. La table est vide, c'est à nous à l'alimenter. On n'a pas à s'opposer à décider qui pourraient ne pas nous convenir. De l'autre côté, le chemin peut être, la montagne peut être longue à monter pour réussir à sensibiliser les partis, à les informer, à leur faire prendre conscience que l'éducation des adultes devrait figurer plus fortement dans les priorités électorales. Par rapport à la formation générale des adultes de manière générale, vous le savez, mais c'est important de le répéter, c'est un ordre d'enseignement du réseau public d'éducation et les centres d'éducation des adultes sont une institution publique, au même titre que l'école, la polyvalente, le cégep et les universités. Donc, on tend à oublier parfois que dans le réseau public d'éducation, il y a une instance très particulière, les centres d'éducation des adultes, un programme de formation protégé par la loi sur l'instruction publique, l'AFGA, et d'une certaine manière, ça constitue peut-être la colonne vertébrale du droit à l'éducation des adultes au Québec. Parce que les centres d'éducation des adultes et l'AFGA, par le régime pédagogique, est énoncé dans une loi, et la loi sur l'instruction publique, et encore plus la Charte des droits et libertés de la personne, affirme le droit à l'instruction publique, donc établit en termes de droits plus fondamentaux
la FGA. Et ça, il faut se le rappeler, c'est un ordre d'enseignement, mais qui a un statut particulier à l'intérieur de l'éducation des adultes. C'est grosso modo, là, selon les années, il y a à peu près 160 000 personnes inscrites à la FGA. Donc, c'est un volume assez important. Je pense qu'après les universités, c'est en éducation des adultes, c'est un ordre d'enseignement important sous l'angle du nombre. Mais ce qui, pour moi, est fondamental de mettre en évidence au cours des 3-4 dernières décennies, c'est au début des années 90, il y avait à peu près 40 de la population des 25 à 64 ans qui n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. C'est maintenant 10 de cette population qui n'a pas de diplôme d'études secondaires. Donc, sous un certain angle, on a une grande réussite au Québec. On a scolarisé des jeunes qui ont leur diplôme. On scolarise les jeunes adultes de 16 à 20 ans et on scolarise les adultes de manière générale. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas de secondaire 5 de 25 à 64 ans sont une très petite minorité. C'est 10 de la population. Ce qui peut être un défi encore plus grand pour mettre leur réalité à l'avant-scène. Il y a 40 ans, on avait des opérations de masse, si on peut dire. Il fallait aller scolariser 40 de la population adulte. Maintenant, c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus chirurgical. Et les gens qui sont ce 10 ont probablement des défis beaucoup plus grands auxquels il faut s'attaquer et auxquels il faut répondre. Mais ça devient un enjeu en termes de représentation publique, parce que si on parle de 10 de la population, c'est un plus petit nombre. Et c'est jamais facile de faire valoir les enjeux et les réalités d'un groupe minoritaire ou qui constitue une personne sur 10 à l'échelle de la société. Donc, de manière générale, depuis au moins 3-4 ans, avec une pause dans le contexte de la pandémie, l'ICA mobilise les acteurs de la FGA, échange avec eux, constate que c'est un ordre d'enseignement qui est marginalisé, constate aussi que les défis des personnes qui s'inscrivent ou qui ne s'inscrivent pas à la FGA sont de plus en plus importants et que ce groupe de personnes constitue maintenant une minorité. Je mets l'accent, là, c'est les 25-64 ans. Là, on met le focus sur les personnes plus adultes dans ce contexte-là. Donc maintenant, on a quelques mois pour faire valoir la FGA dans le contexte des élections. On a aussi ce défi plus large de justifier une nouvelle politique si on considère qu'il y a des enjeux majeurs qui demandent une réflexion plus structurée, qui dépasserait un travail que le ministère peut faire avec ses partenaires à l'intérieur des réseaux de la FGA. J'ouvre donc les échanges avec vous. Quels sont pour vous les enjeux ou les défis vraiment de grande importance en FGA qui, à la fois, demanderaient une réflexion de fond pour les surmonter? Et puis aussi, si vous avez des considérations ou des sujets d'engagement que les partis devraient prendre, c'est aussi un moment d'échange avec les milieux qu'on veut faire en prévision de l'élection en octobre prochain. Je vous ouvre donc, c'est l'intention de l'Institut avec ces webinaires là, de laisser davantage les gens s'exprimer que de faire de longues présentations en bonne et due forme comme l'Institut peut faire à l'occasion sur différents sujets. Pierre Simard. Là, j'ouvre mon micro. Bonjour, Pierre Simard, Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois. Je travaille pour les SARCA et la FGA, naturellement. Et puis, je suis content de voir que, bon, on diplôme à chaque année ou encore on inscrit 160 000 adultes. Je suis étonné d'entendre que la statistique que tu nous présentes, Daniel, se concentre sur les 25 et 64 ans. Nous, chez nous, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais ceux qui nous préoccupent le plus, c'est les 16-20 ans. Je ne sais pas, peut-être qu'aussi, on a un taux de réussite qui est celui le meilleur au Québec là, en termes de scolarisation at large, quand on considère le secteur jeune. Mais le secteur adulte contribue également à raison de quoi, je pense que c'était 6 de la diplomation de nos jeunes. Donc, à Marguerite-Bourgeois, on est à 88.
de diplomation. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup, ce n'est pas les 25-64 ans, c'est les 16-20 ans. On sait que, comme tu soulevais, il y a des enjeux au niveau des conditions de vie, des difficultés d'apprentissage, etc. Heureusement, on a pu comme bonifier notre accompagnement avec des services complémentaires adéquats en orthopédagogie, etc. Mais c'est très difficile. Et en contexte de pandémie, bien là, on le sait, hein, avec la pénurie de main-d'œuvre, etc., c'est très difficile de retenir nos jeunes qui s'en vont sur le marché du travail. On vient de terminer là, une relance de nos jeunes décrocheurs, 7 ans, cohorte 7 ans, 6 ans, pour essayer de les inciter à revenir. Puis même s'il leur manque 2 unités, 4 unités pour aller chercher leur diplôme, ils ne sont pas intéressés, ils sont sur le marché du travail. Donc, je ne sais pas s'il n'y aurait pas une adéquation à faire entre des incitatifs financiers du côté des bourses qui pourraient dire à ce jeune-là, ben là, viens chez nous, va finir tes 2 ou 4 unités qui te manquent, puis on va te financer pour t'accompagner, tu sais. Donc, voilà. Tu soulèves, Pierre, un point important là, en soulignant qu'on a mis l'accent sur les 25-64 ans. La diversité des profils des personnes à la FGA est en soi un enjeu. Répondre à des jeunes de 16-20 ans qui ont peut-être quelques cours à finir pour diplômer ou peut-être un peu plus. Les jeunes adultes dans la vingtaine qui reviennent après quelques années. Mais ce qui me frappe, moi, c'est quand on regarde les données auxquelles on peut accéder, c'est que les plus de 25 ans à la FGA sont 57%, presque 60% des inscrits. Donc, c'est quand même une masse importante. Et les jeunes de moins de 25 ans sont 43%. Donc, on est de 4 sur 10 en bas de 25, 6 sur 10. Et ça pose le défi de bien répondre à 2 profils complètement différents et de faire plusieurs choses simultanément dans les établissements, finir l'accompagnement vers le diplôme des jeunes de 16-20 ans, reprendre les jeunes adultes qui peuvent avoir interrompu pendant quelques années leur parcours d'études. Et il y a tous ces 25 ans et plus qui sont environ 60% des personnes dans les centres. Ouais. Et qui, naturellement, on focalise sur finir la job de l'éducation des jeunes comme urgence, de diplômer les gens. Et on a, de l'autre côté, une population adulte qui a des besoins aussi, mais qui n'est pas sur le radar politique. Ouais. D'autres réflexions, commentaires par rapport à ce que devrait exprimer ou ce qui devrait être pris en compte en matière d'FGA, en particulier par les partis politiques, et qui pourrait marginalement justifier une réflexion plus structurée, plus structurante que ce que vous pouvez faire à l'échelle d'établissements de réseau ou avec le ministère dans la gestion plus quotidienne, si je me permets. Oui, Patricia. Je n'ai pas le nom de famille, donc je vous prends par votre prénom. Oui, alors je suis Patricia Gagné, directrice de l'Alliance des milieux alternatifs de scolarisation du Québec. Donc, nous, on pense que les élèves qui sont en situation de handicap là, ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, on les appelle communément les HDAA, qui constituent quand même 20% de tous les élèves au Québec qui fréquentent le réseau scolaire québécois, ne reçoivent pas les services dû à la complexité, à la multiplicité de leurs besoins. Donc, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser là, le gouvernement à revoir, à moduler le système de financement et de soutien à ces élèves-là qui se retrouvent dans notre soixantaine de milieux alternatifs de scolarisation au Québec, où on leur offre une multitude de services pour qu'ils puissent se scolariser. Donc, on parlait tout à l'heure du droit d'avoir accès à des services éducatifs qui favorisent les apprentissages et la réussite. Alors, il y a une partie de la population là, auquel ce droit-là n'est pas respecté. Et c'est intéressant quand on replonge dans la loi sur l'instruction publique, et nécessairement c'est des énoncés très génériques.
à l'article 2, le droit à l'éducation des adultes est énoncé, mais il n'est pas circonscrit, ce n'est pas dit pour telle ou telle personne, ou on répondra d'abord et avant tout à tel ou tel besoin. Et ça, c'est un morceau sous-estimé puis important de la situation de la FGA au Québec, c'est l'accès à la FGA est protégé en droit. Et là, après, c'est de faire valoir ce droit, puis dans la réalité de ce qu'on appelle le droit administratif, là, à l'échelle des décisions prises par les instances et conseils d'administration des établissements, de travailler cette dynamique. Mais la FGA étant protégée en droit, c'est d'autant plus important de le rappeler. Puis ce qui frappe aussi quand on regarde, c'est l'importance des besoins des populations qui n'ont pas encore un secondaire 5 et du travail vraiment important et plus compliqué, plus lourd qui doit être fait pour permettre à tout le monde, ultimement, à différentes vitesses, de cheminer puis de l'atteindre, ce diplôme d'études secondaires. Oui, tout à fait. Paula Duguay. Bonjour, Paula Duguay de Maman va à l'école. Merci d'abord, lycéen. Merci, Daniel. Moi, j'ai une préoccupation actuellement. Vous savez que Maman va à l'école, on se dédie aux personnes, aux mères monoparentales qui n'ont pas un premier diplôme, qui n'ont pas une première qualification, ce qu'on appelle. Et actuellement, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, nous faisons face actuellement, à l'intérieur de notre programme de bourse, à une grave, je vous dirais, une grave incidence parce que ce qu'on nous dit, c'est que les entreprises vont chercher des femmes, des hommes, bien sûr, avec des secondaires 2, des secondaires 3, et on les forme en entreprise. Donc, ce sont des personnes qui sont appelées dans un avenir prochain à une perte d'emploi et de recommencer continuellement la même roue. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Il y a une recommandation importante à aller faire au ministre du Travail, ministre de l'Emploi, pour faire ressortir cette problématique-là. Actuellement, on est incorrect par rapport à l'accès à l'éducation, on est incorrect par rapport à la compréhension de ce que c'est une formation qualifiante. Alors, moi, je voudrais dénoncer ça. Bien sûr, on s'occupe des mères monoparentales, mais on se comprend, on a une vision de la société qui est là. Je suis très, très aussi préoccupée par nos jeunes qui ne terminent pas. Monsieur Simard, là, l'a remonté tout à l'heure, qui ne terminent pas leurs acquisitions de secondaire 5 parce que pour eux, c'est comme si avec la pandémie, on avait changé un petit peu nos valeurs. Il y a une tristesse actuellement au niveau de l'éducation. Et une tristesse, il faudra en parler. Il faudra en parler. C'est comme si les jeunes avaient perdu ce désir-là, ce besoin de réussir. C'est comme si on est dans une phase beige, comme si tout devient beige à un moment donné. Et nos mères on est en plein recrutement actuellement pour notre programme de bourse et on voit énormément de changements parce que les mères ne continuent plus. Elles vont se chercher un travail à la semaine, on sait très, très bien. Puis, Daniel, tu te souviens, hein, on parle il y a plusieurs années, quand on a débuté Maman va à l'école, on parlait de l'accès à une éducation, l'accès à une vraie qualification. Et je pense que le bateau, là, tangue actuellement. Tu touches exactement quand ce que l'ICA essaye de détecter des enjeux majeurs, structurants. Cette espèce de défi d'attraction de l'éducation scolaire après 2 ans de pandémie ou le en ligne, etc., le flottement, l'incertitude, ajouté à ça l'effet du plein emploi ou du quasi plein emploi, pose des questions majeures sur la valorisation du diplôme de l'éducation d'aller chercher, mais je dirais aussi
comment peut-on imaginer des parcours où quelqu'un qui n'a pas son secondaire, un adulte qui est en emploi, peut aller le finir? Comment, avec les employeurs, on peut imaginer l'alternance? L'alternance, on la parle en FP et entreprise, mais on pourrait aussi dire FGA et entreprise, finir son secondaire, pour préparer ce que tu soulèves, Paula, qu'éventuellement, peut-être que ces gens-là, quand l'économie va reprendre, ou etc., ou vont perdre ces emplois. Et vont se retrouver à recommencer plus âgés encore de quelques années ce travail-là. Et il y a peut-être là vraiment une manière de penser des parcours parallèles, scolaires et en emploi pour la FGA, comme on le fait avec la formation professionnelle ou technique avec l'alternance. Mais c'est deux enjeux structurants qui demandent de penser en dehors de la boîte puis qui demandent de mobiliser plusieurs ministères pour les prendre de fond. Donc, dans cette logique-là, pour l'ICA, c'est ce type d'enjeu qui justifie une politique parce que ça implique un travail interministériel, gouvernemental et de penser en dehors du cadre établi pour donner le goût aux adultes d'aller finir leur scolarité puis de pouvoir le faire aussi en travaillant. D'autres réflexions, commentaires? Sam? Bonjour, merci. Bon, pour les gens qui sont autour de l'ICA régulièrement, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau parce que pendant les années où j'étais au CA de l'Institut, c'était mon discours répétitif. Mais il faut rappeler, d'après moi, que ce n'est pas juste qu'est-ce qu'il y a dans une politique qui est important, mais c'est la volonté politique du gouvernement de mettre ça en œuvre et de s'assurer que du ministre jusqu'à les enseignants de conseil pédagogique et au plus bas niveau, qu'il y ait une orientation et qu'il y ait une volonté pour livrer la marchandise. Il y a 20 ans, quand le politique était adopté, moi, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation à ce moment-là et j'étais une des personnes responsables pour aider les commissions scolaires à les accompagner dans la mise en vigueur de cette politique. Et on a vu que les budgets promis n'étaient pas là. On a changé ce ministre assez régulièrement. J'ai perdu compte de combien de personnes ont occupé la direction de FGA. Dans une année, il y avait 5 personnes différentes qui occupaient ce poste. Donc, l'idée d'avoir un appui gouvernemental, d'avoir un mot d'ordre, d'avoir un leadership, souvent, ce n'était pas là. Peu importe les qualités des choses qui étaient adoptées par le gouvernement en 2002. Et quand il y avait des résistances dans le réseau, soit des commissions scolaires, soit des syndicats, à différents moments, il n'y avait aucune stratégie ou aucune façon vraiment de s'assurer qu'il y aurait une mise en œuvre de la politique. Et finalement, la plupart des gens au ministère qui travaillaient avec les commissions scolaires, leur poste était aboli quand les directions régionales du ministère étaient abolies. Donc, moi, je suis toujours sceptique de gager complètement et de mettre tous les espoirs sur le contenu d'une politique si on ne peut pas s'assurer à le même moment qu'il y aura une mise en œuvre qui se sera on ne peut pas dire garantie en politique, mais qu'au moins qu'il y ait une volonté et une planification pour s'assurer que l'éducation des adultes sera vue comme importante. Le premier ministre Legault était responsable il y a 20 ans pour l'arrivée des gestions axées sur les résultats dans les commissions scolaires, avec toutes les questions des attentes, avec les cibles, avec les indicateurs et tout ça. Mais en général, l'éducation des adultes était complètement absente des conventions de partenariat et ça veut dire que c'est comme c'était pas important. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on essaye de, pas juste de regarder les pourcentages des individus qui reçoivent leur
des plans d'études secondaires, ça c'est évidemment très important, mais que de construire une certaine compréhension que l'éducation tout au long de la vie, ça devient une partie de la culture. Et ce n'est pas juste en adaptant une politique que ça va se passer ici. Il n'y a pas une façon d'essayer de mobiliser tous les acteurs et de s'installer une culture de le perfectionnement continu dans la société civile en général, pas juste en entreprise. Et ça, c'est une des choses très importantes que, d'après moi, n'a pas passé après 2002. Et si on veut regarder qu'est-ce qu'on attend d'une nouvelle politique, il ne faut pas oublier tout ce autre aspect de garantir que la mise en œuvre a des possibilités de réussite et ce n'est pas juste un document où nous sommes d'accord avec l'orientation. Ça me soulève un point important. Là, cette politique de 2002 avait un plan d'action de 5 ans qui se terminait en 2007. Il n'y a jamais eu de second plan d'action. Il y a eu un début, mais jamais formellement un bilan de cette politique, à la fois des contenus, etc. Mais pour faire du pouce sur ce que Sam dit, on pourrait dire aussi un bilan politique de la politique. Et l'ICA, depuis quelques années, c'est un sujet qui, dans plusieurs réflexions qui nous préoccupent, au-delà, exactement ce que Sam dit, au-delà d'avoir une politique, est-ce qu'elle devient un instrument réel de progrès? Est-ce qu'elle est mise en œuvre? Et je dirais, il y a un paradoxe avec la FGA. C'est que la FGA est un secteur qui est fort de plusieurs structures et organisations. Fédération des centres de services scolaires, la TREAC, la KFGA, des syndicats, etc., etc. Donc, c'est un des secteurs qui est fort de plusieurs grandes organisations, structures, et qui aurait en théorie un moyen de faire valoir le secteur, de s'assurer qu'il est pris en compte dans des réflexions plus structurantes. Et ce que Sam soulève, qui était un énorme trou de la politique et qui est souvent un problème avec plusieurs politiques, c'est vraiment la structure de bilan, de monitoring, de suivi. La politique de 2002 avait un comité de suivi. Si ma mémoire est bonne, il s'est réuni 1 ou 2 fois maximum. C'est un comité qui n'a pas siégé. Donc, les moyens de ce qu'on appelle le monitoring, le suivi, etc., d'un instrument de politique est d'autant plus important. Et ça, c'est majeur, là, au-delà de dire une politique doit avoir tel contenu, mais une politique doit aussi avoir les moyens de vérification que les choses avancent et de consultation, etc., là, avec tous les partenaires. Mais la FGA peut compter sur un grand éventail d'organisations pour faire valoir ses préoccupations, ses priorités, puis aussi la livraison des engagements. Mais ce que Sam soulève, c'est important de se rappeler. On peut gagner un document, c'est déjà un pas. On n'a pas encore gagné le changement dans la réalité et la mise en œuvre d'un document. Autre réflexion, commentaire. Et là, Sam vient d'ouvrir un volet qui est à la fois les contenus, mais à la fois les stratégies et les tactiques. Là. Comment, comme milieu, comme ensemble d'organisations, comme personne de la FGA, pouvons-nous faire en sorte que des engagements soient pris, mais qu'après, que ces engagements soient mis en œuvre. Paula, je ne sais pas si ta main, c'est la même ou une nouvelle. Marie. Merci beaucoup, Daniel. Attends, je vais... Moi, j'ai 4 courts éléments. Là, je vais les articuler rapidement. D'une part, le premier, c'est un élément qui est plus politique, à savoir la mise en valeur de cette politique et du cadre législatif qui fait que les adultes peuvent exercer leur droit à l'éducation. Il faut que ça soit expliqué de façon historique, sociologique, et il faut aussi expliquer que c'est un fait assez rare d'avoir une loi sur l'instruction publique qui permet la constitution d'un réseau qui est aussi structuré. Et ça, je pense que politiquement, on pourrait l'expliquer davantage, un peu comme tu l'as fait au départ, mais ce ne sont pas tous les États qui sont dans la même situation que l'État québécois
à cet égard. Alors, c'est un excellent accomplissement. Un autre élément que je trouve important, c'est de conserver la dimension pédagogique qui est spécifique à la formation générale des adultes. D'une part, au point de vue, par exemple, de l'embauche des enseignants, au point de vue de la formation pratique de ces enseignants-là, on a vu une grande amélioration où nous avons de plus en plus d'étudiants stagiaires qui vont à la formation générale des adultes et qui seraient intéressés à y exercer. Et puis aussi au niveau de la pratique pédagogique au sein des centres en éducation des adultes. Moi, c'est un élément que je trouve important parce que lorsqu'il y a eu un arrimage de la réforme au secteur des jeunes entre le secteur des jeunes et l'éducation des adultes, il y a eu des angles morts qui ont provoqué, entre autres choses, en mathématiques, par exemple, plus d'abandon qu'antérieurement, en tout cas selon ce que les professeurs de la formation générale des adultes ont dit récemment, les professeurs de mathématiques. Un troisième point, je trouve, c'est une bonne explication des besoins spécifiques des apprenants adultes et la distinction des besoins des étudiants adultes qui sont dans le secteur de la francisation versus des besoins des adultes qui sont dans d'autres secteurs ou dans le secteur de la formation plus formelle. La francisation, il y a de nouvelles articulations qui sont prises au niveau de l'État québécois sur cette question, cette dimension. Il va falloir comprendre les impacts de cette dimension-là au sein de la formation générale des adultes. Or, c'est exceptionnel là, que nous ayons cette dimension francisation au sein des centres de formation générale des adultes qui permet, entre autres, un exercice professionnel des enseignants, des enseignantes qui est très riche, qui leur permet de mener une carrière aussi à long terme. Alors, pour moi, c'est une dimension importante. Et puis, la prise en considération des besoins de certains groupes d'apprenants, les apprenantes, par exemple, en grande difficulté versus la question de l'emploi va devenir aussi importante. Alors, c'est de la façon dont je conçois l'ensemble en ce moment. Et je pense que dans une nouvelle politique d'éducation des adultes, effectivement, il faut faire valoir plusieurs éléments qui sont à la fois politiques, juridiques, pédagogiques surtout, de sécurisation aussi financière des apprenants. Une des raisons pourquoi les apprenants quittent, c'est que leur sécurisation financière n'est pas prise en considération à 100%, autant dans le secteur de la francisation que dans d'autres secteurs comme celui de la formation de base diversifiée, par exemple. Alors, moi, ça me préoccupe beaucoup, ces questions-là, puis je trouve qu'on a un bel accomplissement en éducation des adultes, et il faut le mettre en valeur, mais en le mettant en valeur aussi, il faut mettre en valeur le besoin de l'ensemble des actrices, des acteurs. C'est important, Marie, ce bout-là historique. À la fin des années 80, quand la loi sur l'instruction publique a été modifiée pour instaurer l'article 2 sur le droit à l'éducation des adultes, la FGA, etc., puis quelques années plus tard, le régime pédagogique, c'est vraiment un point important sur le plan juridique qui était fait pour protéger le droit à une formation de base pour tous les adultes au Québec. Et là, on l'a, on peut l'oublier, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Et ce n'est pas le cas dans d'autres provinces et dans plusieurs pays, avoir un établissement public protégé en loi qui offre le primaire et le secondaire pour les adultes. Et le bout sur la spécificité, parce que dans les prochaines années, et on pourrait dire dans le prochain mandat de gouvernement, les répercussions de la COVID, les répercussions des mesures prises pendant la COVID, et en particulier sur la spécificité pédagogique de l'apprentissage individualisé dans les centres quand c'est fait en ligne, etc. Qu'est-ce qui retombera comme poussière sur la place de la formation en ligne? Comment
tout ça va aussi avoir un effet sur l'apprentissage individualisé ou non. Et là, il y a un gros morceau du prochain gouvernement qui va être de gérer l'après-COVID. Pour chacun de vous, aux différentes échelles où vous intervenez, à l'échelle d'une classe, d'un centre ou de réseau, comment, je dirais, toute cette mouvance vers la formation à distance, vers le numérique, etc., va aussi servir les adultes de la FGA et comment on va prendre en compte à la fois l'approche pédagogique particulière et de la formation individualisée et aussi des situations socio-économiques difficiles des personnes. Et on peut vraiment dire des travaux qu'on fait présentement sur des stratégies pour soutenir le retour à la FGA des mères monoparentales. Une des choses qui nous frappe, c'est à peu près 60 000 femmes monoparentales sans diplôme d'études secondaires qu'il y a au Québec. Et on dirait que c'est 60 000 personnes différentes. Ce n'est pas un agrégat, ce n'est pas 2-3 profils. Chaque femme a des réalités différentes et ça devient quasiment intellectuellement impossible là, de dire on va faire des grands profils parce que chacune a des réalités très différentes. Et on pourrait dire, si je généralise, ben, ce 10 % de personnes, d'adultes plus âgés qui n'ont pas de secondaire 5, probablement que chacun a énormément de défis qu'il faut prendre en compte, de réalités particulières, de pauvreté, d'estime de soi, etc., etc. Et ce travail-là va demander une poussée incroyable. On dit souvent, c'est plus facile d'atteindre une grande partie de l'objectif, c'est les 2-3 derniers points de pourcentage qui sont les plus difficiles, parce qu'il faut faire des efforts encore plus grands par personne pour réussir à scolariser les gens. Pierre Simard? Oui, j'avais une petite question pour Marie. Cache-toi pas, Marie, là, je vais te parler. Effectivement, la francisation, c'est un secteur qui prend beaucoup de place chez nous. Le territoire du CSSMB, c'est tout l'ouest de l'île de Montréal. Je dirais qu'il y a au moins la moitié de nos élèves, c'est en francisation. Mais alors, ma question, c'est, je n'ai pas trop compris, c'est quoi le lien que tu faisais, des enjeux qui étaient autour de la francisation, des personnes migrantes, etc. Je n'ai pas tout compris ce que tu voulais dire. Bien, c'est tout simplement que pour moi, c'est deux groupes quand même assez différents. Les gens qui s'inscrivent, par exemple, en secondaire 4-5 ou qui s'inscrivent dans un service d'entrée en formation qui leur permettent d'aller acquérir des crédits dont ils ont besoin, par exemple, pour aller dans un profil plus scientifique, par exemple, faire leurs sciences infirmières ou une technique en génie civil, vont les prendre un certain nombre de cours. Mais quand on arrive en francisation, là, ça fait longtemps que je travaille en francisation. Il y a deux filières. Il y en a une qui est par le ministère de l'Immigration, l'autre largement par le ministère de l'Éducation. Et ça devient en ce moment difficile de comprendre qui est dirigé vers X et qui est dirigé vers Y et pourquoi, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi considérer que le secteur de la francisation, c'est un secteur qui appartient à la formation générale des adultes, excepté qui n'est pas à ce... Il n'y a pas de crédits formels qui sont associés à ce parcours-là au sein de la formation générale des adultes, un peu, par exemple, les unités de secondaire 5 ou les unités de secondaire 4, etc. Et puis, pour avoir étudié les chiffres les plus récents, c'est au sein de ce service-là qu'on retrouve les gens les plus âgés jusqu'à un certain point aussi. Il y a une plus grande brochette d'âge en francisation que celle que l'on retrouve, par exemple, en formation de base diversifiée. Alors, il faut comprendre un peu à la fois des éléments structurels et à la fois des éléments sociologiques. Et évidemment, c'est deux types de pédagogie assez différentes aussi. Moi, depuis le temps que je travaille en francisation, j'ai de la misère à me retrouver. Là. On vit une période de transition au niveau de l'offre de francisation
au Québec. Et puis, je vais vous avouer que ça prendrait plusieurs heures avec des experts pour comprendre exactement les filières là, de la francisation en ce moment au Québec. De mon point de vue, j'aurais besoin de comprendre davantage. Je pense que la francisation met en évidence, c'est que la FGA, c'est pas un tout, en fin de compte, là, plusieurs ordres d'enseignement. C'est vrai que souvent, les étudiants les plus âgés sont dans alpha primaire, dans les cycles plus en amont, les étudiants plus jeunes dans les cycles plus en aval parce qu'il leur manque quelques cours, souvent des cours obligatoires à terminer. Donc là aussi, il y a comme 2 FGA en une et on pourrait dire sur ces 2 groupes d'âge que je soulevais tout à l'heure que la FGA joue ce rôle fondamental on va appeler ça comme ça, finir la scolarisation des jeunes, puis une chance qu'on l'a. Souvent, les chiffres sont exprimés, la différence de diplomation entre 16 ans et 20 ans, mais on ne mentionne jamais où les gens sont allés chercher leur diplôme entre 16 ans et 20 ans. Donc, on a un instrument qui fonctionne bien, puis une chance qu'on l'a. Et de l'autre côté, les adultes qui n'ont pas leur secondaire, souvent, le chemin est vraiment long. Ils sont plutôt dans les cycles primaires et le chemin va être long. Et là aussi, ça illustre le double grand profil là, d'étudiants que la FGA, les besoins desquels la FGA doit répondre. Puis souvent aussi, ben, les profs plus à temps plein permanent vont être au 2e cycle du secondaire, ceux qui sont plus à la leçon, etc., plus précaires au 1er cycle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas 2 FGA en une et qui calquent un peu les groupes d'âge plus jeunes, plus âgés? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour une réflexion? Je vais reprendre un mot que tu n'as pas dit, mais que tu as sous-entendu, Marie, là, plus un travail andragogique. Autant du côté des enseignants, des outils pédagogiques, des besoins, la prise en compte des besoins, des personnes plus âgées, puis aussi des personnes plus jeunes, comme s'il faut faire 2 choses simultanément. Et politiquement, si la FGA a de la misère à se mettre sur la carte de la réflexion gouvernementale, la partie de la FGA qui répond aux besoins des populations plus âgées a encore plus de difficultés. Parce que finir le travail de l'éducation scolaire des jeunes, naturellement, apparaît comme une urgence là, pour ne pas les perdre puis pour ne pas amplifier des difficultés. Et tout ça dans le contexte que je vais ramener de ce que Paula a dit un peu au début, là, dans un contexte économique de plein emploi. Rester ou retourner aux études, c'est documenté. Là, plus le taux de chômage est bas, moins les gens se forment. Mais ces gens-là n'ont toujours pas de secondaire 5, même s'ils sont en emploi. Ils ont toujours des besoins majeurs. Mais si je peux me permettre, oui, Marie? Le secteur de la francisation, il est extrêmement important que ça soit une mission de l'École québécoise. Pour moi, c'est fondamental de conserver et de ne pas faire de concessions sur cette conservation-là de la mission de francisation de l'École publique québécoise parce que ça permet une sécurisation aussi au niveau des carrières enseignantes et puis un développement pédagogique spécifique à ces carrières enseignantes-là. Et pour moi, c'est important, cette dimension-là. Merci Marie. Daniel. Merci. Frédéric Proto. Bonjour. Bonjour. Moi, mon point va un peu sur ce que Mme Duguay disait par rapport à l'emploi. C'est certain que présentement, puis même pour des années à venir, ça va avoir un effet vraiment d'un aimant sur une population, même plusieurs types de populations. On parle d'éducation tout au long de la vie. Puis moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment d'aller chercher les personnes à ce moment-là. On parle, par exemple, de FBE, quelqu'un qui a décroché, qui est en emploi. Il ne risquera peut-être pas de perdre son emploi parce qu'il n'y en aura plus. C'est que le rehaussement des compétences qui est demandé en entreprise de plus en plus est très préoccupant. Et c'est là, je pense, qu'on peut peut-être avoir une porte d'entrée pour ce type de clientèle en FBE, en formation de base en entreprise, pour travailler la persévérance, puis ramener peut-être des gens vers un modèle scolaire plus classique ou former en entreprise. Mais pour ça, il faut mobiliser les ministères, mobiliser le ministère de l'Éducation, de l'Emploi aussi. Vous voyez, la Commission des partenaires du marché du travail a lancé un référentiel de compétences du futur
où la numératie puis la littératie sont les piliers. Mais ça, c'est le ministère de l'Emploi qui lance ça, mais on sait qu'au niveau de l'éducation, on en a beaucoup à dire là-dessus aussi. Donc, je pense que ça peut être un des créneaux pour travailler avec une partie de clientèle. D'autre part, moi, je pense aussi au milieu alternatif. Donc, nous, au travail avec Louis-Joliette, on a des partenaires donc, qui sont une alternative pour des personnes qui ne veulent pas revenir immédiatement dans un cursus scolaire ou qui veulent être formées à l'externe. Donc, je pense que ça, c'est très bien aussi. Puis dans ce genre de politique-là qu'on voudrait peut-être avoir, c'est qu'on a une clientèle qui est multi, hein, plus âgés, moins âgés, personnes issues d'immigration ou non, décrocheurs, etc. Clientèle femme monoparentale. Donc, je pense qu'on doit tenir compte de cette clientèle-là qui est vraiment très variée et de toutes les plateformes possibles pour travailler la persévérance, de ramener les gens vers un raccrochage de compétences. Parce que vous ne voulez pas le marché du travail, oui, en absorbe beaucoup de gens actuellement, mais de plus en plus, on va avoir besoin de compétences élevées en entreprise. Et ces gens-là, il va falloir les aider à rehausser leurs compétences. Sinon, c'est un mur qu'on va frapper. Est-ce qu'elles reviendront à l'école? Peut-être pas. Les entreprises doivent être conscientes aussi que plus on forme leurs gens, c'est un sentiment de compétence aussi qu'on développe chez les personnes, la confiance en soi. Et puis, ça fait partie de l'école tout au long de la vie aussi, à l'éducation tout au long de la vie. Mais c'est vraiment d'utiliser tous les outils et de briser les silos, je crois, moi-même, à travers les ministères. On parle d'immigration avec la francisation, ça se travaille sur certains dossiers, des cadres de référence, etc. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aller rejoindre les gens où ils sont, puis de voir quels sont leurs besoins, puis leurs souhaits aussi. Dans quel type de format ou dans quel type de milieu ils veulent redévelopper ou continuer à travailler sur leurs compétences. Vous mettez le projecteur sur deux éléments là, qui sont, pour moi, dans les plus structurants de ce qui confronte la FGA et d'autres secteurs, là, de briser les silos, pour reprendre l'expression, mais d'offrir des services, mais en même temps de piloter le fait que les adultes apprennent dans toutes sortes de lieux. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur la formation de base? En entreprise, monde communautaire, etc. Puis comment la FGA, le centre, se positionne comme dispensateur de services, mais aussi cette espèce de chef d'orchestre, je ne sais pas quelle image prendre. L'autre, que vous l'avez soulevé, puis on commence à voir ça de plus en plus à l'ICA, c'est qu'il y a un débat social sur la formation de base qui dépasse le curriculum scolaire. En littératie en santé, en environnement, dans toutes sortes de domaines, il y a un débat qui semble dire que les adultes devraient posséder un minimum de plus en plus élevé, mais qui n'est pas pensé en fonction du secondaire 5 ou du référentiel scolaire. Vous avez évoqué ce que la CPMT a lancé. Tout ce qui est dans les compétences du 21e siècle sont considérés comme de base maintenant. En finances personnelles, en gestion de la santé, en compétences numériques, sont considérés comme de base, mais on ne parle pas du cursus scolaire. Donc, il y a comme un débat parallèle au monde scolaire qui existe où la société, les entreprises, les gouvernements, les individus en demandent de plus en plus et font monter le niveau de base. Mais on ne l'a pas traduit, ce débat-là, encore dans le monde là, je n'appelle pas une réforme des curriculums parce que c'est des chantiers immenses, là, mais à quelque part, il y a la formation de base, prise dans un sens large, existe dans le monde scolaire et existe aussi en parallèle. Et là, ça devient un peu particulier parce que souvent, ça peut être des gens très scolarisés qui n'ont pas des compétences de base numériques, qui ne savent pas utiliser telle ou telle application. Ou en finances personnelles, on peut faire faillite même si on est scolarisé. Donc, il y a les gens pas de secondaire 5, puis il y a un autre débat à côté qui existe sur le minimum dans toutes sortes de domaines qui souvent n'est pas corrélé au fait d'avoir ou non un diplôme. Et là, le débat politique est davantage autour de ce monde parallèle, les nouveaux référentiels, etc., de la population, et tend un petit peu à mettre de l'ombre, à faire de l'ombre sur l'autre partie, un secondaire 5 ou l'équivalent en termes de compétences pour le plus grand nombre. Et ça, on le voit de plus en plus, nous, ce débat en parallèle du monde scolaire et qu'on voit dans tous les pays, là, autant à l'échelle de l'UNESCO, etc. Là. Tout ce qu'un adulte du 21e siècle devrait savoir
et qui, des fois, dépassent les niveaux du secondaire 5 ou touchent des matières qui ne sont pas traitées de manière plus structurée dans le cursus. Cet autre volet-là que vous soulevez, à la fois travailler en dehors des cadres ou il y a toutes sortes de mots à la mode, des partenariats plus agiles, plus organiques, plus intégrés. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'une formation de base? Et où se fait le débat présentement sur la formation de base? Et on n'a pas ici au Québec, au Canada, des référentiels nationaux de qualification, des grands référentiels à l'échelle de pays. Mais dans beaucoup de pays, ils en ont et c'est là que la formation de base est définie. Plus que dans le cursus scolaire, parce que ces adultes vont aller se former en entreprise, vont se former dans toutes sortes de groupes scolaires ou non, et vont aller se faire accréditer des modules de formation, des compétences acquises, cheminant vers le minimum pour tous. Il ne faut pas le sous-estimer. Où se fait le débat présentement sur la formation de base? Autre réflexion, considération. On va dans c'est un peu, j'allais dire, aux quadratures du cercle, au mystère, là, mais comment s'assurer que dans les prochaines élections, dans le travail des partis politiques, dans le débat public qui aura lieu pendant la campagne électorale et en prévision de la campagne électorale, placer la FGA, c'est fondamental. Placer aussi ce qu'on traitera dans les prochains webinaires, l'alphabétisation populaire, éducation populaire, c'est 3 manières de dire comment travaillons-nous comme société pour permettre à tous les adultes d'avoir ce minimum et d'avoir ce premier diplôme ou d'avoir l'équivalent de ce premier diplôme. Et nous tous, on est convaincus de l'importance de ces enjeux. Mais, puis je dirais, tout le monde est d'accord. C'est pas... Je vais reprendre ce que Sam disait. Je ne pense pas qu'on a à convaincre le gouvernement de l'importance d'alphabétiser la population, de permettre à tout le monde de franciser, de permettre à tout le monde d'avoir un secondaire 5 ou l'équivalent. Il y a un peu défoncé une porte ouverte, là. Mais dans le travail, des multiples priorités que les partis politiques vont faire valoir dans le cadre des élections, placer la FGA est en soi un défi sur le fond. Quel type d'engagement, quels engagements, mais un défi stratégique. Et de l'autre côté, comment s'assurer après que ces engagements-là soient mis en œuvre, que ce que les partis, parce que pour mémoire, le gouvernement en place au moment de l'élection, dans un débat électoral fait à l'ICA, le représentant de la CAQ à l'époque, M. Roberge, s'était engagé à faire une réflexion, un processus de consultation vers une politique d'éducation des adultes. Sans dire qu'une politique, sans s'engager pour une politique, il y avait un engagement à réfléchir, c'est-tu pertinent, qu'est-ce qu'elle contiendrait, pourquoi la faire avant de se lancer. Fait que cette préoccupation-là, on pourrait dire, peut toujours être là, mais elle n'est pas gagnée d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance que les partis politiques vont prendre des engagements en faveur de l'éducation des adultes ou sur la FGA en particulier. On peut intuitionner que le upskilling, reskilling, inadéquation, formation, emploi, les pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, il y a déjà un consensus assez large là, pour travailler sur des urgences de déséquilibre de certains secteurs économiques. Puis aussi l'État comme employeur vit une rareté de main-d'œuvre et utilise les outils, les leviers de l'État pour aller la combler. Mais dans tout ce trafic-là, comment placer la FGA reste une question importante sur le plan des contenus, mais sur le plan stratégique. Une question que l'ICA se pose, là, comment arriver tranquillement pas vite vers l'élection du mois d'octobre avec quelque chose de fort en faveur de la FGA. On pourrait prendre encore quelques minutes, puis je ferai quelques réflexions de clôture, puis vous situer la suite de notre démarche. Nadia Mercier et après Paula Duguay. Nadia?
Bon, ben bonjour. Bonjour. Oui, dans le fond, merci, c'est très intéressant. Puis on vit là, ce que je constate, c'est qu'on vit tous les mêmes enjeux, bien sûr. Sauf que peut-être un là, qui n'a pas été nommé, puis que je me dis qu'on pourrait aussi s'y attarder, probablement qu'on voit un enjeu pour nous. C'est l'enjeu de l'évaluation, la façon d'évaluer unique, qu'il y a une évaluation unique à la fin et qui est hors un peu de notre contrôle. On travaille beaucoup la persévérance parce que ceux qui viennent, bien, on aimerait qu'ils vivent rapidement des réussites et tout ça. Puis le fait qu'ils aient gardé, malgré l'approche par compétence, que c'est une évaluation unique à la fin du parcours. Là, si je veux bien parler de la FBC et la FBD, bien, en tout cas, à mon avis, il y aurait un travail à faire à ce niveau-là, de revoir la façon d'évaluer au niveau là, de l'éducation des adultes. Puis, est-ce que ça serait dans une politique ou autre? Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait quand même le nommer. En tout cas, pour nous, c'est un enjeu. Puis, on le sait que le sentiment de compétence et d'efficacité, tu sais, l'élève doit vivre une réussite assez rapidement dans le premier mois qu'il arrive et souvent, ça fait, bon, il y a une barrière là, à ce niveau-là. Et le taux de réussite serait plus élevé aussi, là, à notre avis ici. En tout cas, c'est un enjeu qu'on a soulevé, puis que je souhaitais vous le soulever. Puis aussi, quand tu as parlé d'évaluation, tout ce qui est pour maintenant, on est beaucoup en formation à distance. Est-ce qu'il y aurait un moyen aussi de faciliter l'évaluation là, pour les personnes qui sont à distance? Fait qu'en tout cas, on verrait aussi un volet évaluation que je voulais là, vous soumettre aussi, qui n'a pas été traité jusqu'à maintenant, mais qui serait aussi en faveur de la réussite des élèves, là, selon nous. Merci. Oui, tout à fait. Et à la fois d'évaluer ce que les élèves apprennent dans les centres, mais en général, tantôt on soulevait que les gens développent leur formation de base aussi en parallèle, en entreprise. Est-ce qu'on a les moyens présentement de vraiment évaluer ce que les acquis en contexte scolaire ou non dans un parcours vers le diplôme? Je pense que là, c'est très technique. C'est une question de spécialisme, mais en même temps, il y a une question de politique aussi. Placer le cadre, donner l'impulsion, puis Paula? Moi, je voudrais intervenir par rapport à la préparation en vue des élections et sur le défi stratégique particulièrement. J'y étais avec vous, Daniel, quand M. Roberge était venu lors du débat préparatoire aux élections. Pour moi, là, on ne devrait plus être à la même place. Il n'a pas fait d'engagement. Je relisais, puis avec tristesse, ce qu'on demande encore à l'éducation des adultes. Je suis une fille de l'éducation des adultes depuis de nombreuses années à différents niveaux. J'ai l'impression que la roue, on refait toujours les mêmes revendications. Et ça m'attriste beaucoup. Est-ce que l'ICA seul peut être suffisamment forte, puis ceci dit là, avec pas de mauvais jugement, là, pour être capable de défoncer? Parce que là, je pense qu'on est rendu plus loin. Défoncer au niveau de la population, mettre en œuvre quelque chose de gros. Quand je dis quelque chose de gros, je pense qu'il va falloir s'associer. Il y a beaucoup de groupes, tu l'as mentionné, Daniel, il y a énormément de groupes en éducation des adultes. On a, je pense, un fil conducteur. Je pense que ce sont des personnes qui croient d'abord au droit à l'éducation. Ça, c'est important, là. On y croit. On a dépensé des années de militantisme pour plusieurs personnes. Et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. La preuve, c'est que quand on veut parler à quelqu'un au gouvernement là, pour l'éducation des adultes, ben bonne chance. Bonne chance. Donc, pour moi, à ce moment-ci, il faudrait peut-être plus travailler sur la stratégie pour dire, bon, comment on peut y arriver? Moi, je pense que bâtir la politique, faire des revendications, je pense que tout est là. Facilement, et des personnes qui travaillent, qui sont très compétentes à plusieurs réseaux. Alors moi, je pense que c'est plus une invitation que j'ai le goût de faire à se réunir avec plusieurs réseaux, des personnes qui croient à l'éducation des adultes, puis y aller sur le fond.
En bout de course, si on veut qu'il arrive quelque chose, bien, ça va prendre un ministère, ça va prendre des personnes qui seront dédiées à ça. Là, ça change à tout le temps. Alors, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on se pose tout le temps la question par quel bout on va passer pour faire changer une mesure, pour essayer d'améliorer les choses. Je pense que ça prendrait peut-être aussi un petit peu plus de porte-parole. Hein, des fois, on est capable d'aller chercher des porte-paroles qui sont plus flamboyants. Ce n'est pas nous que je regarde là. Au niveau où est la société actuellement? Hein? Qu'est-ce qui fonctionne là? Ce qui fonctionne, c'est souvent ça. Des personnes qui sont capables de faire monter nos revendications. Puis parfois, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, c'est avec des cas de figure. Être capable d'avoir une lettre, une petite vidéo, quelque chose qui vient mettre en lumière, parce qu'on est rendu là. Hein, les gens, ils ne lisent plus là, 20 revendications. Fini ça. Ils ne disent plus ça, les gens, là. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui va les allumer, qui va venir chercher une émotion. Alors, voilà, c'était mon cri du cœur, Daniel. Non, mais tu touches, Paula, ce qui est au cœur du diagnostic que l'ICA a fait au mois d'août dernier, puis qui a fait en sorte que notre plan d'action cette année tourne autour de l'idée de prendre la défense de l'éducation des adultes et a donné lieu à une tournée ministérielle pour pousser du côté des ministres et sensibiliser avec les équipes de fonctionnaires de plusieurs ministères. Éducation, travail, emploi, solidarité, conditions féminines, affaires autochtones, donc tous ceux qui, de près ou de loin, touchent. Puis aussi cette consultation sur des grands chantiers pour essayer de lancer une discussion, d'interpeller les milieux. Les webinaires, la présente série de webinaires vise aussi à attirer l'attention, un petit peu chacun à nous faire sortir de nos milieux pour aller dans le contexte de l'élection. Et parce que c'est une fois ou 4 ans, c'est important et il y a un point de passage. Et ce que tu soulevais, Paula, est au cœur de l'analyse de l'Institut, c'est ça fait des années qu'on propose, qu'on développe une vision, qu'on fait ce travail plus d'innovation, de réfléchir, de l'imaginer, cette nouvelle politique-là, de s'inspirer de ce qui se passe à l'international. Et je pense qu'il y a un cas, pour reprendre un mot plus de sciences politiques, de real politique, de rapport de force comme milieu. Et l'avantage qu'on a, c'est que personne n'est contre l'éducation des adultes. L'autre avantage qu'on a, c'est qu'il y a peu de réflexion et quoi faire est un chantier ouvert. Le désavantage, c'est qu'il faut réussir à faire monter l'éducation des adultes dans toutes sortes de priorités. Et quand un gouvernement ou un parti politique réfléchit à l'éducation des adultes, bon, nous, dans les échanges qu'on a, tout parti confondu, on entend 2 genres de préoccupations. On va répondre à des besoins économiques de court terme parce qu'ils sont là, puis il faut répondre de manière urgente à la rareté de la main-d'œuvre. Et l'autre, qui est peut-être encore plus surprenant, qu'on nous a dit à quelques occasions, c'est qu'on a de la difficulté à bien répondre aux enjeux des jeunes. On a du décrochage, des écoles vétustes, des toits qui coulent, etc., etc. On va essayer de bien s'occuper des jeunes et quand on aura réussi à bien s'occuper des jeunes, on se tournera vers l'éducation des adultes. Et là, même pour des gens qui sont convaincus de l'importance de l'éducation des adultes, il y a un genre on a de la misère de s'occuper des jeunes, on va faire ça en premier, puis après, on regardera ce qu'on peut faire pour l'éducation des adultes. Donc, notre défi n'est pas le nombre. Le nombre, tout réseau confondu, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'apprenants. À la limite, chaque adulte est un adulte, un apprenant, ou potentiellement. Il y a quelque chose que le milieu, les secteurs pris individuellement, la FGA dans notre cas, et collectivement, qui ne réussit pas à avancer et on ne se retrouve pas à manquer d'idées sur ce qui devrait être fait ou manquer de vision. Mais on ne réussit pas à faire bouger l'aiguille. Puis Paula, je trouve que tu as tout à fait raison, c'est notre réflexion en prévision des élections. Et c'est pour ça qu'on s'y est pris très tôt. Je pense que l'Institut est une des premières organisations à rendre publique une plateforme électorale, à la diffuser, puis à commencer la tournée des partis, parce qu'on sait que quand le train va partir, les priorités vont être ailleurs. Et il faut réussir au moins en amont, avant que le bruit, avant que tout le brouhaha électoral commence, d'essayer de placer l'éducation des adultes. Et par après,
c'est les milieux. La voix de l'ICA, c'est une voix parmi tant d'autres, elle est collective, mais c'est une voix. Et le travail de mettre l'éducation des adultes à l'avant-scène, la FGA, les besoins fondamentaux d'une partie de la population adulte qui n'a pas de secondaire 5 ou qui a des déficits de compétences de base, dans notre société d'aujourd'hui, l'impact est encore plus grand de ne pas avoir cette formation de base-là. Et en plus, c'est une obligation législative. Donc, on n'est pas dans je le ferai quand ça me tentera. C'est une obligation législative en vertu de la loi sur l'instruction publique. Donc, c'est comme si tout est là. Quel est cet ingrédient qui manque pour réussir à percer l'agenda des partis politiques dans le cadre des élections, puis convaincre peut-être plus à moyen terme qu'une réflexion large structurée vers une politique est pertinente. C'est exactement ça qui est à la source du travail de l'Institut cette année, puis du pourquoi des webinaires qu'on lance aujourd'hui. De commencer cette discussion-là, de la faire. Le bout que nous, on peut faire, c'est d'ouvrir l'espace, mais ce n'est pas nous qui allons aller définir la FGA au ministère de l'Éducation. Donc, merci Paula de ramener et de rappeler cet élément-là j'allais dire une élection, c'est éminemment politique, sans faire de jeu de mots, mais c'est politique. Et c'est sur ce terrain-là qu'on doit agir. D'autres, quelques dernières considérations, réflexions, ou si des personnes veulent faire un peu de pouce sur cette dernière partie de l'échange qui porte des moyens de mettre ensemble et de faire valoir. Ce qui est certain, c'est que l'Institut le fait depuis janvier, puis on va le faire de manière continue, peut-être avec une petite pause cet été, mais de manière continue jusqu'au vote. Ce travail-là, puis solliciter les gens. La tournée d'échange qu'on fait, c'est comme un investissement là, pour le mois d'octobre, avec gouvernement, partis politiques, etc. Puis de placer ces enjeux-là. Et ce que Paul a dit, des fois, c'est comment on intègre un certain point de vue, parce que la plateforme électorale de l'Institut, elle n'est pas révolutionnaire. Elle reprend des idées de base, elle reprend des choses à faire bouger qui sont dans le débat. Et même, on a beaucoup réfléchi à, comme moyen, est-ce que d'être le plus pragmatique possible, de prendre des sujets qui sont déjà dans la discussion à l'Assemblée nationale, du côté gouvernemental, etc., puis d'essayer de s'appuyer sur ce que les partis font déjà pour entrer une discussion, pour pousser une discussion sur l'éducation des adultes. Et cette plateforme, dans les élections passées, il y avait un très, très grand nombre d'engagements. Et là, on a décidé d'y aller plus ciblé, plus sur l'essentiel, de dire qu'il faut relancer l'éducation des adultes, il faut commencer à refaire tourner la roue. Puis quand on aura pris quelques mesures et relancé le débat, on pourra après développer plus largement. Parce qu'une chose qui est certaine, c'est que même si on a beaucoup d'acquis, beaucoup de ressources au Québec, on n'a pas encore un système en phase avec les enjeux du 21e siècle. Ce qui s'est passé dans les années 60, l'énorme coup de barre en accéléré pour mettre le réseau d'éducation en phase avec les réalités de l'époque, il y a un débat similaire qui est à faire. Dans les années 60, on a comme changé le système d'opération en mettant des cégeps, le réseau UQ, des polyvalentes, mais le système d'opération de l'époque, c'était des briques et du mortier, c'était des institutions. Maintenant, sur le numérique, c'est comme s'il faut inventer un système numérique public d'éducation des adultes, d'éducation at large, intégré dans des institutions, avec des types de compétences qui sont uniques à notre époque, avec des complexités de profils d'adultes qui sont uniques à notre époque. Et tout ça, on n'est pas là. La pièce, homéopathiquement, ça bouge à des vitesses variables. Mais c'est de là qu'on s'est dit, on va commencer avec quelques mesures. Il faut relancer, c'est le titre de la plateforme de l'Institut, relancer l'éducation des adultes. Mais relancer, ce n'est pas la fin en soi. Si les partis prennent des engagements et qu'un futur gouvernement se donne ce chantier-là de relancer, il y a un débat encore plus fondamental qui est à faire. Et je vous épargne un portrait du privé en éducation des adultes avec toutes les plateformes numériques, etc., qui deviennent de plus en plus des lieux de formation pour les adultes, puis qui ne retournent pas dans le monde scolaire. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental. Mais on n'a pas encore un débat politique à la hauteur.
ces défis-là pour faire la théorie des petits pas, je dirais stratégiquement. Je prendrai une ou deux dernières interventions, puis je vais faire atterrir notre échange. Donc, je vous remercie. Comme je disais tout à l'heure, les suites, nous aurons 4 webinaires. Le premier étant celui-ci sur la formation générale des adultes. Le 19 avril, il y aura un webinaire sur l'alphabétisation populaire. Et le 25 avril, sur l'éducation populaire. Et le 2 mai, 20e anniversaire de l'adoption de la politique gouvernementale d'éducation des adultes. On va reprendre ce questionnement-là, mais de manière plus large. Autre que sectorielle, plus intersectorielle. Puis à ce moment-là, on pourra partager tous ces échanges, ces réflexions, ces constats, ces considérations que l'Institut développe depuis le mois de janvier dans de multiples échanges avec toutes sortes d'acteurs, incluant ministériels, gouvernementaux, les partis politiques, etc. Puis voir où en est cette réflexion. Et j'irai aussi dans le cadre de travail de l'Institut, il y a des moments importants aussi à l'échelle internationale. À tous les 12 ans, l'UNESCO fait une grande conférence internationale sur l'éducation des adultes, qui est un moment fort de prise d'engagement par les États. Et en parallèle du travail dont je faisais rapport tout à l'heure, on a aussi tout un travail à l'échelle du Québec et du Canada pour que des engagements soient pris par le Canada à l'échelle internationale, et ça implique aussi accéder à un premier diplôme. Et si nous, on a des défis de formation de base, imaginez dans plusieurs pays du Sud en particulier, s'alphabétiser. Pour anecdote, là, il y a près de 25 pays où plus de 50% de la population est considérée analphabète. Fait que l'enjeu d'une formation de base pour tous, il est pertinent ici, il est pertinent partout. Puis ce qu'on fait aussi, on essaie que le Canada soit à l'avant-scène de cette réflexion-là, comme en guise de solidarité internationale, mais aussi pour pousser la réflexion ici au Canada et au Québec sur une formation de base. Donc, voici la suite. Et pour cette série de webinaires, et comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche de l'Institut plus large, et pour reprendre la réflexion de Paula, on souhaiterait de plus en plus large, qui dépasse le travail de l'Institut, mais j'avais envie de dire, comme ma mère me disait souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, si le mouvement de l'éducation des adultes et que la FGA prend pas en charge son propre dossier dans le cadre des élections, peut-être que personne ne le fera à sa place. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, on se revoit là, si le sujet de l'alphabétisation populaire est dans vos préoccupations mardi prochain pour le 2e webinaire. Sinon, soyez là pour le dernier webinaire sur la politique d'éducation des adultes. On va essayer de concocter quelque chose d'intéressant parce que c'est quand même le 20e anniversaire. Donc, on le soulignera à notre manière. Merci à toutes et tous. Merci à ceux qui ont pris la parole. Puis merci à tous ceux qui étaient là et qui, espérons-le, verront dans leur milieu comment mettre l'épaule à la roue et faire que la FGA soit un enjeu dans la campagne électorale. Et comme Sam disait, c'est que la première étape, qu'on ait quelque chose d'écrit dans les plateformes. Après, il faut s'assurer que les gouvernements traduisent en réalité, matérialisent leurs engagements, qu'on ait autre chose que des belles phrases. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, Daniel. À la prochaine. À la prochaine, Pierre. Au revoir, merci. Au revoir, Marie. Plaisir de se croiser un moment donné. Oui, absolument. Au revoir, merci, Daniel, pour tout.